mandarin de l'État. Car à titre de ministre des Affaires internationales ou des Finances, de ministre du Développement économique ou de l'Innovation, M. Landry a non seulement contribué à la construction de l'État québécois dans la foulée de la Révolution tranquille, mais il a aussi contribué à projeter le Québec dans le 21e siècle. La cité du multimédia, qu'il a tout simplement créée de toutes pièces et qui est aujourd'hui un véritable pilier de la nouvelle économie québécoise, en est un exemple concret. De même, le portrait serait plutôt incomplet si je passais sous silence sa vie de militant, qui a fondé plusieurs organismes de la société civile, ou encore son métier d'avocat, qui s'est consacré aux plus nobles causes qui soient. Par exemple, la défense de travailleurs en grève ou encore de citoyens expropriés. Et que dire de ce professeur qui, jusqu'en mai dernier, s'est investi dans la transmission de son vaste savoir et de son expérience auprès de ses étudiantes et étudiants, entretenant ici chez les générations futures cette passion pour le Québec. Mais encore, si le Québec est aujourd'hui aussi développé et dynamique, c'est toujours bien parce qu'il a vu passer au cours de son histoire nombre d'hommes et de femmes qui, à l'instar de M. Landry, comptent d'importantes réalisations au cours de leur vie. À mon humble avis, là où ce grand patriote que nous honorons aujourd'hui entre dans la légende, dans le club très sélect des bâtisseurs de peuple, à l'instar de Lionel Groulx et d'Henri Bourassa, de René Lévesque et de Félix Leclerc, de Jacques Parizeau ou de Gilles Vigneault, c'est par la concrétisation d'un accord, d'un traité historique survenu entre deux grandes nations qui habitent le territoire québécois, soit les Québécois et les Cris, la paix des braves. Il entre dans la légende lorsqu'il lègue au Québec, à compter de 2002 et à jamais, une journée nationale des patriotes, réhabilitant ici une partie importante de notre histoire, une immense manifestation de notre ferme volonté nationale d'exister en tant que peuple indépendant, capable de se gouverner lui-même grâce à des institutions démocratiques et républicaines. M. Landry est entré dans la légende en faisant du service à la patrie un mode de vie, une deuxième nature, en offrant au Québec et à son peuple un amour inconditionnel, cela malgré les nombreuses peines et déceptions qu'il a vécues au cours de ses combats, notamment pour celui de l'indépendance. En se vouant corps et âme au développement du Québec, sous toutes ses formes, et ce, jusqu'au crépuscule de sa vie. Et c'est là, peut-être, qu'est son plus grand legs, sa plus grande leçon. Ne jamais lâcher. Peu importe l'actualité ou la mode du moment, toujours garder espoir. Assumer pleinement son devoir citoyen en continuant à défendre ces valeurs à lesquelles nous sommes tant à partager, telles que l'ouverture sur le monde et sa diversité, l'atténuation du fossé entre les nantis et les démunis, la liberté nationale, évidemment, et la démocratie. Bien sûr, tous les peuples ont connu des périodes difficiles au cours de leur histoire. Mais l'éclaircie viendra. Elle doit venir, nécessairement. Et nous avons l'obligation morale d'être prêts lorsqu'elle surviendra. Monsieur le Premier ministre, nous le serons. Merci de votre attention. Nous approchons de la fin de cet événement. J'ai une autre présence à souligner. Monsieur Bertrand Allard, président de la section locale de la SCJB du Centre du Québec de Pierreville. S'il peut se lever. Merci d'être avec nous. J'ai également un second message. Monsieur Christian Picard, vous savez, il est accusé de méfait pour s'être interposé devant l'appel mécanique, nul moins, devant l'appel mécanique afin d'arrêter la destruction de la maison du patriote Boileau à Chambly. Une campagne de sociofinancement sera lancée demain. Vous suivez un peu, je ne sais pas si ça va être via Facebook, mais suivez ça, ça va être lancé dès demain. Vous pouvez aller le voir pour avoir plus d'informations.
Notre prochain invité à venir prendre parole a aussi bien connu M. Landry. J'inviterai maintenant le député du Bloc québécois de Pierre-Boucher, les Patriotes, Verchères, M. Xavier Barcelo-Duval, à monter sur scène. Bien, bon après-midi à vous. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien dîné aussi. Et j'espère que vous n'avez pas déjà faim, parce qu'évidemment, l'heure du souper commence à approcher tranquillement. Je voulais simplement, en fait, évidemment, là, à mon tour, saluer la présence de tous nos dignitaires qui sont avec nous, en passant par, évidemment, M. Roy du RPS, M. Bocoté, mon ex-chef, Mme Ouellette, M. Proulx, M. le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, nos 2 patriotes de l'année, 2 sur 3 quand même. Je sais que le 3e a une très bonne justification pour son absence. Monsieur le maire de Saint-Ours, j'espère que je n'ai oublié personne. Évidemment, pour moi, Monsieur Landry, c'est sûr que c'est quelqu'un d'important parce que, veux pas, moi j'ai grandi avec une figure emblématique comme M. Landry, qu'on voyait comme personnage public à la télévision. Quand j'étais petit gars, il était député du Parti québécois, il était ministre, ensuite premier ministre. Donc, c'est un peu quelqu'un qui marque ta croissance comme enfant, comme personne adulte, puis tout ça. Puis ça devient un peu une référence quand on le voit plus tard, quand on le recroise ensuite. Mais pour beaucoup de gens, M. Landry, pour beaucoup de Québécois, en fait, il est avant tout un ancien premier ministre du Québec. Quelqu'un qui a été premier ministre du Québec, qui a suivi M. Bouchard, qui a mis en place la Journée des Patriotes, qui a amené la Cité du multimédia, qui a fait la paix des braves, qui était un brillant économiste. Mais pour, je pense, la plupart des gens qui sont ici parmi nous aujourd'hui, M. Landry, c'était avant tout un militant. Un militant extraordinaire de l'indépendance du Québec qui n'a jamais lâché une semelle ce combat-là. Il a toujours été là, il a toujours été présent dans toutes les activités. Puis je pense que les orateurs avant moi en ont fait mention, mais je tiens un peu à en témoigner aussi à mon tour, parce qu'il avait toujours le cœur sur la main, toujours disponible. Moi, de ma mémoire, en fait, je ne l'ai jamais vu refuser une seule invitation qu'on lui a faite dans la circonscription. Et même c'était l'inverse qui arrivait. Quand on ne l'invitait pas, il nous appelait pour nous reprocher de ne pas l'avoir invité. Qu'on parle, par exemple, de nos épluchettes de blé d'Inde de la Journée nationale des Patriotes à Verchères. C'était pour lui un devoir d'être là, ainsi qu'évidemment la fête, en fait, qu'on organise de la victoire ici à Saint-Denis, même si aujourd'hui, Saint-Denis n'est plus dans le comté de Verchères provincial, il est encore dans le comté de Verchères fédéral, mais il était dans le comté de M. Landry quand il était député, quand il était premier ministre du Québec. Mais M. Landry, ce n'était pas juste quelqu'un qui donnait son temps pour l'indépendance et pour le mouvement, c'était quelqu'un aussi qui donnait son argent. Il se donnait aussi à fond, puis pas juste son argent personnel, mais il allait chercher des gens autour de lui pour les aider à faire en sorte que des grandes réalisations se fassent. On pense, par exemple, tout juste à côté d'ici, à Saint-Denis-sur-Richelieu, il y a une très belle statue de Louis-Joseph Papineau qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Une statue aussi à laquelle on peut penser, en fait, c'est plutôt le buste à Ludger-Duvernay qui a été inauguré à Verchères l'année dernière aussi. Encore un peu plus proche de nous, toujours à Saint-Denis-sur-Richelieu, et ça, c'est parmi les derniers événements auxquels il a assisté publiquement. En fait, c'était l'inauguration du monument à la cloche Marguerite-Michel. Les gens vont dire, c'est quoi ça, la cloche Marguerite-Michel? En fait, c'est la cloche qui a sonné la victoire de Saint-Denis. C'est la cloche qui a appelé les gens de la région au combat ici, qui a fait en sorte, grâce à son appel, qu'on a gagné la victoire à Saint-Denis. Donc, M. Landry a été un des généreux contributeurs de la cloche Marguerite-Michel. On pourrait nommer toutes sortes d'autres, réalisations et contributions auxquelles il a participé. Évidemment, M. Landry, ce qui était exceptionnel, c'est qu'il ne faisait pas juste toujours être là à chacune des occasions, mais c'est que même quand il était affaibli, même quand il était malade, il était présent. Vers la fin, sa conjointe l'accompagnait et elle traînait les bonbonnes d'oxygène derrière lui. Et lui, malgré toutes les embûches, malgré la pluie, malgré la maladie, il était toujours là, toujours présent. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les militants lui valent bien, parce qu'après tout ce qu'il avait donné en politique, on sait que c'est parfois demandant, la politique. On sait que lui a fait quand même tout un parcours en politique. Bien, après tout ce qu'il avait donné en politique, même s'il avait été battu comme premier ministre, même s'il s'était retiré comme chef du Parti québécois, il a continué à donner son temps, il a continué à être là pour les militants. Et je pense que ça, c'est la chose qui marque le plus, en tout cas que je retiens le plus de lui. C'est quelqu'un qui aurait été là, qui aurait été dévoué jusqu'au bout pour la cause nationale du Québec.
Évidemment, pour ma part, comme député ayant d'une certaine façon représenté son territoire, parce que Verchères est dans ma circonscription, il était député de Verchères à l'époque, M. Landry. Quand j'ai eu l'idée de me présenter à l'investiture du Bloc québécois, la première chose à laquelle le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de dire, bien, il faut absolument que j'aille voir M. Landry, il faut absolument que j'aie son appui pour me lancer à la direction du Bloc québécois de ma circonscription, là, de Pierre Boucher, les Patriotes de Verchères. Mais quand j'ai fait ça, en fait, à ce moment-là, j'avais 25 ans, j'étais un ancien président des jeunes bloquistes. Disons que je n'avais pas une feuille de route la plus longue qui puisse exister. Mais il a quand même décidé de m'appuyer, tout comme il a décidé d'appuyer, par exemple, Maxime Laporte en devenant président d'honneur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, plus jeune président de l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, tout comme il a décidé d'appuyer des nombreux jeunes militants un petit peu partout à travers le Québec. Je me rappelle, en fait, d'une jeune économiste où il était allé à son rassemblement, je pense que c'était un rassemblement de campagne qu'elle avait organisé, et lui avait dit « Voilà une brillante économiste » qui a toute une carrière devant elle, qui est exceptionnelle. Et quand c'est le premier ministre, qui est un économiste reconnu, qui dit à une jeune qui sort de l'école fringante que c'est une brillante économiste, bien, ça a de quoi vraiment motiver cet individu-là. Et même si elle n'a pas gagné son élection, qui était dans Montarville en 2015, bien, elle est aujourd'hui députée de Marie-Victorin à Longueuil. Donc, ça a quand même eu son impact, parce que d'encourager les gens, je pense que M. Landry, c'était quelqu'un de profondément consacré, qui est profondément aussi dévoué à la jeunesse. Ça a fait toute une différence, parce que grâce à son travail, il a permis à d'autres militants de prendre la suite. Et là, quand je parle de jeunesse, j'en vois un juste en avant de moi qui a pris la parole tout à l'heure, que je ne voudrais pas omettre, parce que j'ai dit que M. Landry en a appuyé plusieurs. Je sais qu'il a aussi beaucoup appuyé M. Savard-Tremblay dans son parcours. Il a toujours été là à chacun de ses lancements de livres, si je ne me trompe pas. Donc, un appui fervent à la jeunesse, un appui fervent à la diversité aussi, comme en a témoigné Mme Benhabib à ses funérailles nationales à Montréal. Donc, c'est quelqu'un qui savait que le mouvement indépendantiste devait aller chercher des gens de partout, mais sans se compromettre pour autant. Mais ça, je pense que c'est ça qui est important. Sans se compromettre pour autant, parce que si vous vous rappelez, en tout cas, moi, pour ma part, il y a quelques années, quand j'ai commencé à militer, quelqu'un qui abordait une ceinture fléchée, là, il disait « Ah, ça, c'est quelqu'un de raciste, de xénophobe, de passéiste, il est déconnecté, c'est une vieille représentation de quelque chose qui n'existe plus. » Et quand je suis allé au rassemblement ici à Saint-Denis-sur-Richelieu il y a quelques années pour célébrer la victoire des Patriotes, on arrive là et on voit M. Landry avec la ceinture fléchée. Donc là, on se dit, est-ce que M. Landry, c'est quelqu'un de xénophobe, de passéiste, qui est un vieux déchet que plus personne ne veut voir? Je pense que de l'action qu'a eue M. Landry de dire cette ceinture fléchée-là, on la porte fièrement parce qu'on est fiers de nos racines, on est fiers de qui on est, et on est fiers de nos symboles nationaux. Ça a été quelque chose qui a été fort parce que je pense que ça a entraîné un mouvement de réappropriation de nos symboles nationaux qui ne devrait pas être limité seulement à la ceinture fléchée, mais c'est une façon de faire aussi qui dit qu'on doit être fier de qui on est et pas avoir honte de ce qu'on est. M. Landry faisait partie de ceux-là qui s'assumaient et qui étaient fiers d'être un Québécois d'ailleurs d'origine acadienne. D'ailleurs, M. Landry, en tant que Québécois d'origine acadienne, je trouve ça assez intéressant de constater le parallèle qu'on peut faire, c'est-à-dire que M. Landry est l'instigateur de la Journée nationale des Patriotes, et la Journée nationale des Patriotes, si on sait bien, remplaçait la fête de $, mais avant ça aussi, la Victoria Day, la fête de la reine britannique. Et quand c'est un Acadien, en fait, dont les ancêtres ont été déportés, qui efface d'une certaine façon, ou du moins qui remplace un symbole monarchique par un symbole de fierté québécoise, je pense que c'est un beau pied de nez, c'est un beau retour de l'histoire qui a été fait à travers ça. D'ailleurs, là, c'est un petit scoop pour vous autres. C'est pas sorti nulle part dans les médias, je ne l'ai pas annoncé encore, mais au printemps prochain, je prépare un petit quelque chose en mémoire de M. Landry, mais maintenant, c'est devenu en mémoire de M. Landry, mais à l'époque, ce ne l'était pas. C'était, en fait, quand on a commencé à travailler ça, c'était justement par rapport à la Journée nationale des Patriotes. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la Journée nationale des Patriotes, elle est reconnue au Québec, mais elle n'est pas reconnue au Canada.
Donc, si vous allez dans tous les calendriers canadiens, un petit peu partout, évidemment, il est toujours écrit Victoria Day ou Queen's Day ou quelque chose comme ça. Mais, donc, il n'y a qu'au Québec que la Journée nationale des Patriotes s'appelle comme ça et qu'on commence à se l'approprier. Mais moi, je prépare un projet de loi, en fait, qu'on va déposer au printemps, pas loin de la Journée nationale des Patriotes, pour que le Canada reconnaisse, en fait, la Journée nationale des Patriotes. On espère avoir l'appris. Donc, on espère avoir l'appui unanime du Parlement. Monsieur Landry aussi, c'est quelqu'un qu'avec ce qu'on a vu cette semaine à Chambly, moi, je suis persuadé qu'il aurait été le premier à monter au front pour dénoncer ce qui s'est passé. Et vous savez, ce qui m'a déçu le plus au travers de ça, c'est que je me suis dit, Monsieur Landry, on vient de l'enterrer, ça fait à peine une semaine. Son corps n'a même pas eu le temps, entre guillemets, de refroidir, qui a déjà besoin de se retourner dans sa tombe parce que c'est incroyable ce qui s'est passé à Chambly. Et à Chambly, ce qu'on fait, c'est quoi? On efface l'histoire, on efface nos patriotes, on omet, en fait, de reconnaître nos sacrifiés, des gens qui ont sacrifié leur vie pour le Québec. Et quand on peut faire des parallèles assez faciles avec ailleurs dans le monde où des choses comme ça se font, mais où on ne s'en rend pas nécessairement compte. Allez faire un tour au Moyen-Orient. L'État islamique, ça vous dit peut-être quelque chose? Bien, l'État islamique, ce qu'ils font là-bas, c'est qu'ils effacent des monuments, ils détruisent des éléments du patrimoine mondial, et partout dans le monde, tout le monde est scandalisé de ça. Mais au Québec, quand on fait ça, pour des raisons d'ignorance, pour des raisons d'affairisme, de volonté de construire une tour à condo, par exemple, sur un vieux monument, je pense que c'est quasiment aussi grave que ce qui se passe là-bas, parce que c'est encore notre histoire qu'on efface. Et notre histoire, on doit y prendre conscience, on doit y faire attention. Et je tiens pour ça à saluer, en fait, tout le travail qui est fait par le RPS pour les nombreux monuments qui ont été érigés grâce aux Patriotes. Parce que pendant que le RPS érige des monuments, on a des ignores ailleurs qui les détruisent. Alors, félicitations au RPS, puis continuez votre bon travail. Et merci, M. Landry. Merci, M. Barsalou-Duval. Alors, pour mettre fin à l'hommage à M. Landry, nous avons reçu 2 textes de personnalités qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Je vais vous en faire la lecture. Je sais que c'est plus intéressant quand ils sont là, donc je vais faire une lecture rapide, en tâchant d'être intéressante. Alors, le premier texte est un texte de la première ministre, Pauline Marois. Le 6 novembre dernier, c'est un grand patriote qui nous a quittés. Au fil des années, à chacune de vos rencontres, vous avez entendu Bernard Landry réaffirmer son attachement pour sa patrie et son amour pour le fleuve majestueux qui coulait devant sa maison. Je ne peux être avec vous aujourd'hui, mais je tiens à lui rendre hommage, un hommage qu'il a bien mérité. La ligne de sa vie a été marquée par un souci constant pour notre développement économique, pour bâtir le Québec. Ouvert sur le monde, il n'a jamais hésité à s'aventurer dans les voies nouvelles. Si Montréal est aujourd'hui un leader mondial de multimédia, c'est grâce à sa volonté d'associer le Québec aux créateurs de la nouvelle économie. À ceux qui lui disaient que le risque était trop grand, il répondait qu'il fallait plonger dans l'avenir. Bernard n'a jamais manqué un rendez-vous pour que l'économie du Québec s'ouvre au monde et que nous participions à fond au commerce international. Il a toujours cru que pour le Québec, rien n'était trop grand, rien n'était impossible. Parmi mes souvenirs, il y a aussi le collègue humaniste qui a proposé à nos compatriotes amérindiens la paix des braves. Encore aujourd'hui, cette initiative demeure la meilleure source d'inspiration pour construire un véritable pont entre le Québec et le peuple autochtone. Je suis profondément convaincue que ce geste est celui qu'il aimerait que nous gardions en mémoire quand nous pensons à son héritage. Bernard nous a quittés sans que notre plus grand rêve, la souveraineté du Québec, soit réalisé. Il nous dirait sans doute
que cela arrivera un jour et de ne pas désespérer. Il dirait cela parce qu'il a toujours été un patriote et que la passion du Québec ne l'a jamais quitté. Pauline Marois. Maintenant, un texte de M. Pascal Bérubé, chef intérimaire et député de Matane du Parti québécois. Merci pour tout, Monsieur le Premier ministre. Le grand patriote de Verchères, Monsieur le Premier ministre Bernard Landry, nous a quittés. C'est ainsi qu'une page de l'histoire récente du Québec se tourne. J'ai perdu un mentor, un maître à penser, un modèle et un guide. Je l'ai bien connu au début des années 2000, pendant son mandat de premier ministre. J'étais alors président du Comité national des jeunes du Parti québécois. Sa seule présence m'impressionnait. Ses connaissances, son expérience et sa culture m'intimidaient, mais le savoir de mon côté me donnait de la force. M. Landry m'a enseigné une foule de choses, sur la politique bien sûr, mais également sur l'être humain, sur la vie. Entre autres, il m'a appris qu'il n'y avait pas de geste plus fort ni de plus noble que celui qu'on fait pour sa patrie. Je me le rappelle tous les jours. Il m'a aussi montré par l'exemple qu'on ne peut s'élever qu'en favorisant l'épanouissement de celles et de ceux qui nous sont chers. C'est pour le Québécois, c'est pour les Québécois que M. Landry se levait avec enthousiasme chaque matin et qu'il s'affairait à transformer le monde. Il croyait profondément aux régions, à leur potentiel de développement et à l'importance de leur contribution. Il connaissait la valeur de l'effort et faisait confiance aux entrepreneurs comme aux travailleurs pour tracer des voies d'avenir. En économie et dans les autres domaines, la vision de Bernard Landry était globale. Mais il n'a jamais perdu de vue que chaque pas en avant est inévitablement le fruit d'une seule personne. Bien sûr, il y a aussi Bernard Landry, le grand patriote. Celui qui a consacré sa vie, ses énergies et ses talents à promouvoir le Québec sur toutes les tribunes possibles. Il s'est totalement consacré à ce Québec qu'il aimait tant. Il souhaitait plus que tout en faire un pays fier, fort et francophone. En faire un État comme les autres, un État souverain qui dispose de tous ses pouvoirs, mais qui est aussi entièrement responsable de ses décisions. Immédiatement après ma nomination comme chef parlementaire du Parti québécois, je me suis rendue auprès de M. Landry. Il aura été disponible pour nous, pour ses amis, jusqu'à la fin. C'est admirable et très représentatif de l'homme généreux, loyal et plein de considération qu'il était. Monsieur Landry, je vais suivre vos conseils. Je m'efforcerai de vous rendre fier, comme vous l'avez fait. Je tâcherai chaque jour de convaincre davantage de personnes de joindre nos rangs. Je suivrai votre exemple de loyauté et d'abnégation. Jamais je ne me laisserai distraire. Même s'il y a des embûches, même si on doit affronter un vent de face, j'ai la foi. Vous me l'avez transmis, M. Landry. Grâce à vous, je sais que les convictions n'ont de valeur que si elles sont accompagnées d'honnêteté, de sincérité. J'avais cette notion en tête lorsque j'ai prêté serment le 19 octobre dernier. Toujours, je serai fidèle et loyal au peuple du Québec. Je pèse bien le sens de ces mots, comme vous l'avez fait toute notre vie. Merci pour tout, Monsieur le Premier ministre. Pascal Bérubé.
pour tout ce que vous avez fait et réalisé pour le Québec. Vous venez d'entrer dans la courte liste des libérateurs du peuple québécois. Alors, avant de conclure, et en attendant l'événement officiel de la remise du prix des Patriotes de l'année, qui aura lieu dans quelques mois, vous saurez ça bientôt, à la Maison Ludier-Duvernay, prix remis par la SSJB, j'inviterai Maître François Côté et Maître Guillaume Rousseau à venir vous adresser quelques mots. Merci. Bonjour tout le monde. Je serai bref, mais je suis très content d'être là, de vous adresser un petit mot. Donc, merci beaucoup au RPS pour cette superbe journée. Vraiment, ça redonne de l'énergie après le 1er octobre qui a été difficile pour plusieurs d'entre nous. Une journée comme aujourd'hui, ça redonne de l'énergie, ça donne le goût de continuer. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui sont présents et particulièrement aux organisateurs. Ouais. Vous me permettrez de prendre les premières secondes qui me sont accordées pour me joindre un peu à l'hommage à M. Landry. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu M. Landry et moi, je l'ai connu à un moment assez particulier. J'étais un jeune militant, je revenais d'un bref séjour d'études en France où j'avais étudié en droit européen et ça m'avait profondément convaincu de devenir un farouche opposant à l'Union européenne qui, à mon avis, portait beaucoup trop atteinte à la souveraineté des États-nations en Europe. Mais M. Landry était d'une autre opinion. Donc, autrement dit, moi et M. Landry, on était d'accord peut-être à 99% sur la langue, sur l'identité, sur la souveraineté du Québec, sur l'économie. On était d'accord à 99%. Le seul sujet où on n'était peut-être pas d'accord, c'était sur l'Union européenne. Et c'est là-dessus que je l'avais interpellé avec un texte que j'avais rédigé en tant que jeune militant, jeune intellectuel à l'époque. Et M. Landry m'avait rappelé sur mon téléphone personnellement. Alors, j'avais peut-être 22 ans. Lui était chef de l'opposition. Il y avait sans doute beaucoup d'autres choses à faire plus importantes que de m'appeler. Et il m'avait appelé et on avait eu une discussion vraiment super constructive sur la souveraineté des États-nations au sein de l'Union européenne. Alors, vous imaginez, on le disait tantôt à quel point M. Landry nous faisait sentir tellement important, même quand objectivement on ne l'était pas, ce qui était mon cas. Alors, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, puis je tenais à le mentionner. Oui. Et ça a été pour moi et M. Landry le début d'une amitié, au point où lorsque j'ai publié mon premier livre, qui portait à la fois sur le droit des religions, donc la laïcité, et également sur le droit linguistique, M. Landry m'a fait l'honneur de rédiger la préface de mon premier livre, La Nation à l'épreuve de l'immigration. Donc ça, je ne l'oublierai jamais. D'autant plus que, comme je vous le disais, ce livre-là portait un petit peu sur le droit linguistique. Alors, c'était le début, finalement, de ma carrière de chercheur en droit linguistique qui mènera à l'ouvrage Le droit linguistique au Québec, que tous les deux, on avait apporté, puis on l'a oublié sur notre... alors, je ne sais pas si madame avec le foulard rose, vous pouvez le... Voilà. Donc, c'est notre ouvrage. C'est gentil. Donc, c'est la raison. Ça et la bataille menée particulièrement par Maître François Côté, ici présent au barreau, qui nous vaut le prix du Patriote de l'année. Alors, je vais vous dire un petit mot sur ce livre. Après avoir remercié Maître Laporte, la Société Saint-Jean-Baptiste, évidemment, qui nous offre ce prix qui nous honore. Donc, le livre « Le droit linguistique au Québec », c'est que, imaginez-vous, 40 ans après l'adoption de la loi 101, il n'existait toujours pas de livre sur le droit linguistique au Québec. Et je peux vous dire qu'il existe des livres sur à peu près tous les domaines du droit, le droit de la construction, le droit municipal, nommez-les, des domaines drôlement moins importants dans certains cas que le droit linguistique, mais il n'y avait pas de livre, d'ouvrage de référence parce que, voilà, mes collègues professeurs de droit, avocats et autres ont d'autres sujets, peut-être plus d'actualité ou je ne sais pas, mais personne ne s'était donné la peine. Il faut dire que c'est un domaine immensément vaste. Mais en même temps, il existait les droits linguistiques au Canada. Alors ça existait, puis ça, c'était par des gens de Moncton, d'Ottawa, puis ça, c'était financé, puis ça, il en était rendu à leur 4e ou 5e édition, quand il n'existait toujours pas le droit linguistique au Québec. Et c'est pour ça qu'on s'est attelé à la tâche. Ça a été immensément beaucoup de travail. Imaginez toutes 40 ans de jurisprudence, de jugement rendu par le moindre petit tribunal administratif jusqu'au jugement de la Cour suprême. On n'en a pas oublié un. On n'a pas oublié une directive ou un rapport de l'Office de la langue française. Tout ce qui a été écrit en 40 ans sur la loi 101 et toutes les autres dispositions linguistiques, parce qu'il y en a d'autres dans la loi sur la santé, sécurité au travail, etc. Il y a des dispositions de droit linguistique dans différentes lois et il n'y a pas un jugement qu'on a manqué, pas une disposition de droit linguistique, ou si vous en trouvez une, vous nous le direz. On l'ajoutera pour la 2e édition, mais bref, on a fait un travail extraordinaire au niveau quantitatif. Au niveau qualitatif, je vous laisse juger.
Quoi qu'il semble que la Société Saint-Jean-Baptiste et Maître Laporte en pense beaucoup de bien. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'au niveau quantitatif, ça a été extrêmement beaucoup de travail. Et j'ai pas pu le faire seul. Je suis professeur de droit, j'ai un peu de temps pour la recherche, du financement et tout, mais je pouvais pas le faire seul. C'est pourquoi j'ai eu toute une équipe d'étudiants au doctorat. Essentiellement, c'est avec des étudiants au doctorat que j'ai pu faire ça, notamment Maître Éric Poirier. Maître Poirier est franco-ontarien d'origine, québécois d'adoption, étudiant au doctorat chez nous à l'Université de Sherbrooke et également à l'Université de Bordeaux. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui. Il est à Bordeaux. Mais Maître Poirier sera de retour au mois de janvier prochain, janvier ou février. Et à ce moment-là, il aura à peu près complété sa thèse sur le droit linguistique au Québec et au Canada. Alors, il va arriver juste à temps pour commenter tout ce qui se passe avec Doug Ford et tout. Et il y aura une réflexion vraiment très poussée là-dessus qui nous arrivera. Alors, attendez-vous à voir Maître Éric Poirier dans les prochains mois commenter tout ce qui se passe. Et ça va faire mal, comme on dit. Autre co-auteur du livre, Maître François Côté. Je ne vous le présente pas plus que ça puisqu'il pourra se présenter lui-même dans quelques secondes. Nicolas Proulx, un autre étudiant au doctorat chez nous qui a aussi contribué en étant co-auteur d'un chapitre. Je le salue. Toute une équipe d'étudiants qui, sans être co-auteurs, ont fait de la recherche. Je pense à Nicolas Rioux, à Idriss Moukagni, à Julien Corona. Donc, vraiment, toute une équipe d'étudiants à maîtrise doctorat chez nous. Henri Brun, un des grands auteurs en droit constitutionnel au Canada, au Québec, a été l'auteur de la préface du livre, donc un immense honneur qu'il nous a fait. Je veux remercier également les gens qui ont permis le financement du livre. Vous savez, un livre de, je ne sais pas, 700-800 pages comme ça, qui demande des années de travail, ça prend beaucoup d'argent pour payer nos collaborateurs, nos recherchistes. Donc, on a eu la Fondation du prêt d'honneur qui nous a fourni un certain financement. La Fondation du barreau, de manière ironique, quand on sait que notre livre a servi ensuite à faire la fronde au sein du barreau. Donc, la Fondation du barreau nous a généreusement financé. La Chambre des notaires également nous a financé. Et là, je pourrais vous énumérer également tous les organismes qui ont refusé de nous financer. Mais le temps presse et on serait encore ici demain matin. Donc, je vais en nommer juste un. Le gouvernement du Québec. Le Fonds québécois de recherche, société et culture, qui était tout désigné pour financer le livre et qui a refusé. Et attendez avant de huer, attendez d'avoir le pourquoi il a refusé de nous financer. Là, vous allez huer pour vrai. Le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture a refusé de financer notre projet de recherche qui allait mener au livre. Et je cite, parce que les chercheurs principaux, dont moi-même, n'avions pas assez publié en anglais. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Alors, ça vous donne une idée de toutes les difficultés qu'on a quand vient le temps de financer la recherche. Mais malgré les difficultés qu'on rencontre, là, je ne vous parle même pas du fédéral ou quand votre demande de recherche, de subvention de recherche est rédigée en français, vaut même pas la peine d'en parler. Mais malgré ça, malgré le contexte difficile au niveau de subvention, on a eu des partenaires qui nous ont financés et on a beaucoup travaillé. Je soupçonne tous mes étudiants qui ont été payés certaines heures d'avoir fait plus d'heures que ce pourquoi ils étaient payés. On ne le dira pas à leur syndicat, mais on les soupçonne fortement de cela. Mais donc, malgré ça, on a fait le travail, on a travaillé très, très fort. Et je vous dirais que ce livre-là, donc c'est le fruit de mon équipe de recherche. Mais cette équipe de recherche-là, au-delà de ce livre-là, je pense qu'on est en train de former ce qu'on pourrait appeler l'école de Sherbrooke, parce qu'on est tous de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire une école où, contrairement à la plupart des juristes, nous, on pense que le droit doit servir le peuple et non l'inverse. Voilà. Et ce n'est qu'un début. On a ce formidable livre en droit linguistique. On va poursuivre dans le droit linguistique. On prépare quelque chose avec le Mouvement national des Québécois sur la question de la langue de l'État, qui est tellement importante. On a fait une étude pour l'Institut de recherche du Québec, qui est également lié au Mouvement national des Québécois, sur la clause dérogatoire, pour montrer que parfois c'est légitime, qu'il y ait autre chose en droit que des droits individuels, qu'il y a des intérêts collectifs, il y a l'identité nationale, il y a le progrès social, et la clause dérogatoire peut servir à ça. On a sorti cette étude-là, ça a été controversé, mais on fait avancer les connaissances. Et à moyen terme, on cherche possiblement à mettre sur pied un autre grand projet de recherche qui mènerait à la rédaction d'un livre sur le droit constitutionnel québécois. Encore là, après 150 ans
Ça n'a jamais été fait, un livre de droit constitutionnel québécois, parce que ça existe. Même si on n'a pas un texte qui s'appelle Constitution du Québec, ça existe, la Constitution du Québec. On a une charte de la langue française, une loi sur l'Assemblée nationale, etc. Donc, un immense chantier de recherche. Alors, peut-être que dans quelques années, je reviendrai vous voir pour un peu de financement. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à François et je vous remercie beaucoup. Alors, je tiens d'emblée à remercier le RPS pour cette organisation, ce devoir de mémoire que nous concrétisons ici encore aujourd'hui. Je tiens à remercier mon directeur de thèse, Guillaume Rousseau, je tiens à remercier Maître Maxime Laporte, je tiens à remercier tous nos distingués invités, et je tiens aussi à vous dire que je réalise que je suis le dernier conférencier et que le temps avance. Et je vais commencer en vous disant, je serai bref. Bon, en même temps, vous le prendrez pour ce que ça vaut. Je commence plusieurs de mes cours de 60 heures par « je serai bref » et 4 mois plus tard, mes étudiants sont encore en train de m'écouter. Mais toujours est-il que nous sommes ici pour, je le disais tout à l'heure, consacrer un devoir de mémoire. Le Québec, la société québécoise, au travers de ses dénominations, de tous les noms qu'elle a eus au travers de l'histoire, les colons de Nouvelle-France, les habitants, les Canadiens, les Bas-Canadiens, les Québécois, nous sommes ici en train de vivre la plus fantastique des aventures d'Amérique du Nord depuis plus de 400 ans. Il y a 180 ans, le mouvement patriote connaissait une fin tragique, non sans avoir laissé la plus brillante des étincelles dans l'imaginaire politique de notre jeune nation, et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Et nous pouvons le voir dans notre société, dans notre droit, dans notre langue, dans tout ce qui fait ici et aujourd'hui notre grande et belle nation. Dans de telles circonstances, on ne saurait passer sous silence la perte d'un des plus grands d'entre nous, M. Bernard Landry. Je me sens petit devant tous les hommages incroyablement puissants qui lui ont été faits avant moi. J'ai eu le plaisir de le connaître, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, et si je peux parler d'anecdotes personnelles, plusieurs l'ont fait, permettez-moi de reprendre la formule. Ça aurait été lui qui, en 2003, alors que j'étais jeune étudiant à l'université, je portais pas la barbe, j'avais une queue de cheval, j'étais encore en train de découvrir la vie, m'impressionne lors d'une grande conférence. On l'invite à l'Université de Sherbrooke et il commence à nous parler du fondement du nationalisme québécois, du pourquoi le Québec devrait être un pays. Et durant des heures, je l'écoute parler, je bois ses paroles et mon militantisme politique démarre. Et j'aime à penser que je ne suis peut-être qu'un parmi une multitude, mais à devoir aujourd'hui à cet homme qui nous a quittés nos convictions politiques et à m'inscrire dans une multitude dont tous ici, nous sommes des représentants. Tous et chacun d'entre nous qui sommes ici présents à honorer la mémoire de M. Landry, nous sommes ici aussi présents pour continuer sa pensée, pour la transmettre, pour qu'après lui, après nous et après nos enfants, continuent à avoir et à honorer ce même devoir de mémoire qui traverse notre nation depuis des siècles. Bernard Landry avait eu une devise qu'il avait martelée durant le début des années 2000 qui, c'est du latin, donc vous comprendrez que pour un avocat, ça fait « wow ». Il nous disait « audi alteram partem ». Écoute l'autre partie. C'est un principe de droit qui commande d'écouter ce que l'autre a à dire. Et c'est un principe de droit qui fait défaut au sein de la Confédération canadienne. Le Québec, la nation québécoise, se distingue
par une panoplie d'éléments. Bien entendu, le plus visible, le plus audible, notre langue française, mais également tout notre parcours historique et toute la spécificité de notre tradition juridique, notre droit, notre manière de penser qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la société, à quoi sert le droit, est entièrement différente que l'on soit à l'est ou à l'ouest de la rivière d'Outaouais. Prenons la question des accommodements raisonnables. Prenons la question des droits et libertés fondamentaux. Comment se fait-il qu'ils soient pensés, réfléchis et appliqués d'une manière aussi différente au Québec par rapport au reste du Canada? Comment expliquons-nous que nous puissions invoquer le droit à l'égalité pour permettre le port d'armes dans des écoles, le vote à visage couvert, la prestation de serment à visage couvert, alors que ce même droit à l'égalité est employé dans d'autres juridictions pour un résultat absolument inverse? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une des sociétés qui a compris et l'autre qui est dans l'erreur et qui doit se faire rééduquer? N'en déplaise à Ottawa, non. Parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder la justice, de comprendre ce qu'est le droit. Et ces manières de penser le droit, ces manières de penser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui devrait être, sont intimement liées à l'histoire des nations, sont intimement liées à la définition même de ce que c'est que d'être un peuple. Et nous, Québécois, Québécoises, nous avons forgé au travers de plusieurs siècles d'histoire, une manière bien à nous, une manière authentique et une manière entièrement légitime d'être, de nous définir, de choisir ce que nous voulons pour nous, pour notre droit et pour notre société. Et la raison d'être du nationalisme, du républicanisme et plus largement encore du mouvement souverainiste, c'est de dire que justement, nous, Québécois, sommes les seuls auteurs légitimes de notre destinée et que c'est à nous et non à Ottawa d'imposer, que c'est à nous et non à Ottawa de décider quel sera l'avenir du peuple, de la nation québécoise. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, mais qu'en est-il? Le mouvement s'essouffle-t-il? La réponse est un non retentissant. Lors des dernières élections, on a peut-être pu constater un léger changement dans la dynamique à l'Assemblée nationale. Par contre, au-delà du changement de gouvernement, on ne peut que se féliciter du fait que les libéraux soient partis, mais au-delà du changement de gouvernement, bien entendu, les données vont être encore analysées pendant longtemps, mais on a assisté à ce qu'on pourrait qualifier d'une grande vague électorale nationaliste. Et ça, je crois que nous pouvons considérer que c'est très encourageant, surtout quand on considère que le régime en place, mis en place par 15 ans de gouvernement libéral, le régime et le cadre institutionnel commencent à fissurer. Plus tôt, Maître Laporte, que je salue encore, avait souligné le combat que j'avais mené, que nous étions des centaines à avoir mené, plutôt contre le barreau du Québec. Écoutez, notre ordre professionnel qui poursuit le gouvernement pour faire invalider le droit québécois, c'est quelque chose quand même. Mais justement, si ça s'était arrêté là, il y aurait pu y avoir un cynisme, on ne peut plus légitime. Mais je l'ai vu en première ligne. Des centaines d'avocats sont venus de partout au Québec, ont convergé vers Montréal en plein milieu, un jeudi, en plein milieu de semaine, en plein cœur du quartier des affaires de McGill. Alors, c'est dire que le terrain n'était pas à notre avantage, hein? Des centaines d'entre nous ont convergé vers ce lieu de rassemblement démocratique, démocratie professionnelle, mais démocratie quand même, pour dire un non retentissant à l'initiative du barreau. Et je considère qu'il s'agit d'un exemple
Et il y en aura beaucoup d'autres. Je vois au sein de la société civile que la vieille garde, le cadre institutionnel, loyal de manière presque dogmatique au multiculturalisme canadien et à la cassette fédérale de « Oh mon Dieu que c'est beau le bilinguisme, oh mon Dieu que la Fédération canadienne, elle est belle, elle est parfaite ». Cette vieille garde est en train de s'essouffler. La nation québécoise, les jeunes comme les moins jeunes, de toutes générations confondues, commencent à dire « c'en est assez ». Et nous pouvons le voir, nous pouvons le constater. Il y a un mouvement de regain national et je ne peux que m'en réjouir. Et je vous invite, mesdames et messieurs, mes chers amis, à voir l'avenir avec espoir. Il y a beaucoup de travail à faire et vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur le professeur Rousseau, vous pouvez compter sur des centaines d'entre nous pour être en première ligne de ces enjeux. Il y aura beaucoup de travail à venir, mais vous pouvez être certain que l'avenir nous est prometteur et nous avons tout à saisir. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous remercie. Avant le mot de la fin de M. Roy, nous allons faire la chanson « La marche du Québec » interprétée par Marius Minier. Je vous demanderai de chanter avec lui. Ils ont chanté, ça. Il n'y aura pas le choix. Ils n'auront pas le choix de chanter. Il est avec nous. Il y a vos feuilles à plier. Ensemble, sous la même bannière, Québécois d'aujourd'hui, marchons dans la lumière, enfin pour nous le soleil lui, que se brisent nos chaînes, nous vivrons désormais sans faiblesse et sans haine. L'aurore est là, c'est le matin. Dans le jour qui s'allume, formons notre unité. Il est sans amertume le fruit de la fraternité. C'est la nuit qui s'achève. Nous vivrons désormais sans faiblesse et travaillons donc sans trêve. Que le Québec vive à jamais. Après tant de souffrance, la victoire des forts comble nos espérances. Il est couronné nos efforts, entraînant dans la ronde notre peuple indompté. À la face du monde, il a choisi la liberté. Il a choisi la liberté. D'habitude, le monde chante avec moi, mais je pense que les gens n'avaient pas le texte, là. C'est un petit manque de notre part. Merci. Merci. Alors, moi, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Alors maintenant, pour le mot de la fin, Monsieur Roy. Non, malheureusement. Merci, Madame Alpin. Écoutez, je vous remercie de votre présence et je vous dis à l'année prochaine, en 2019. Et le prochain rendez-vous du rassemblement, ce sera le 15 février 2019, en hommage aux 5 patriotes pendus le 15 février 1839. En terminant, je vous informe que le tableau que vous voyez, la photographie prise par notre photographe officiel, M. Pierre Nicolas, sera remise à Mme Chantal Renaud, en personne. Merci.